De retour sur Europe 1, place au débat d'Europe Midi. Bonjour Isabelle Floren. Bonjour. Vous êtes porte-parole du MoDem. Et face à vous, Jonas Haddad, député conseiller régional Les Républicains de Normandie, vice-président de la Fondation Concorde. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, un document sur le budget 2023 a été envoyé aux parlementaires hier. Il prévoit, d'après le calcul du journal Les Échos, une hausse de 15 milliards d'euros de dépenses par rapport au budget de l'an dernier. Le gouvernement envisage de mettre le paquet, comme on dit, sur la formation, le travail et pour l'éducation nationale. Ces trois secteurs voient leur crédit nettement augmenter. 339 milliards d'euros de budget au total. Est-ce que c'est raisonnable quand le déficit public dépasse 114% du produit intérieur brut ? 2901 milliards d'euros, Isabelle Floren. C'est surtout indispensable. C'est un engagement de la majorité présidentielle du président de la République durant sa campagne que nous avons soutenu avec le MoDem. Et indispensable, ça fait des années, notamment que sur la question de l'éducation et du salaire des enseignants, nous nous battons pour des revalorisations. Il n'est pas normal que la France paye aussi mal ses enseignants. C'est quand même pas normal de se retrouver dans le peloton de queue au niveau européen. Et donc, un engagement très concret, c'est de dire qu'il n'y aura pas de salaire d'enseignants à moins de 2 000 euros. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Et moi, personnellement, et en tout cas pour m'être battue pendant quelques années sur les bancs de l'Assemblée, sur cette question de la revalorisation des salaires des enseignants, je pense que c'est quelque chose de très concret qui va être visible, sur lequel j'espère qu'il y aura un accord à l'Assemblée nationale, parce que vous savez très bien qu'avec cette majorité relative, il faut trouver des accords, et j'espère que nous les trouverons, notamment avec des députés LR dans les mois qui viennent. En tout cas, sur cette question de l'éducation et question de la formation et question de l'emploi, c'est indispensable pour mener une politique à moyen et long terme en faveur de l'emploi dans notre pays, former des bonnes personnes, revalorisation continue et élargissement encore de l'apprentissage. On veut effectivement arriver à 1 million de contrats d'apprentissage sur le mandat. Je pense que c'est un très bon objectif. On sait que ça a marché sous la précédente mandature, donc il faut continuer dans cette direction. Donc je salue les hausses envisagées. La négociation, elle va s'entamer dès le mois de septembre avec les partenaires et avec la Première ministre, Madame Borne, sur le sujet. Et je souhaite qu'on puisse trouver des accords. Jonas Haddad, vous qui êtes un représentant de la formation avec laquelle la majorité présidentielle trouve des compromis, qu'envisagent de faire les députés, les Républicains face à ce budget de 339 milliards d'euros ? Ils envisagent de faire ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont élus, c'est-à-dire en gros ne pas être une opposition stérile, mais être une opposition constructive. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on propose une solution alternative, et très souvent d'ailleurs, le gouvernement adopte notre solution alternative. Ça a été le cas notamment concernant le prix à la pompe. On a d'ailleurs communiqué sur ce sujet, puisque grâce à la mobilisation des députés républicains, les gens vont payer moins au prix à la pompe. Ce qu'on peut relever dans le budget qui a été présenté. D'abord, effectivement, vous le disiez, madame, tout à l'heure, c'est intéressant de voir augmenter le budget de l'éducation nationale, mais attention, en matière d'éducation nationale, le budget ne fait pas tout. Nos auditeurs doivent savoir que le budget de l'éducation nationale, ça a toujours été le premier budget de l'État, depuis des dizaines d'années. La difficulté, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on décroche dans les classements, c'est effectivement là où on met l'argent. C'est-à-dire en gros peut-être pas faire comme François Hollande à l'époque, embaucher massivement des enseignants, mais plutôt les revaloriser. Donc ça peut être des points avec lesquels nous sommes en accord. En revanche, là où on n'est pas d'accord, c'est que les sources d'économie restent vraiment mystérieuses pour le moment. Et vous faites écho justement à cet article des Échos. Pour l'instant, les seules réduction de dépenses publiques, notamment sur un train de vie de l'État qui est trop important, qui sont faites, ça va être les réductions sur le plan de relance et sur les aides pour les entreprises qui étaient atteintes par le Covid. À côté de ça, on n'a pas un grand plan de réduction de la dépense publique. Le seul autre plan de réduction de la dépense publique qui est envisagé, c'est de raboter les dotations aux collectivités locales. Pour que nos auditeurs comprennent, c'est en gros retirer de l'argent aux mairies, aux départements et aux régions. Et on n'a pas de plan de dire voilà comment on va faire pour économiser de l'argent. On n'a pas de plan, par exemple, contre la fraude sociale.
qui est une fraude massive. On n'a pas de plan contre la fraude fiscale, qui est une fraude massive. Et c'est pour ça que, bon, je le dis de façon un petit peu ironique, mais vous voyez par exemple le grand plan France 2030 qui est annoncé, eh bien le gouvernement, dans le budget qui est annoncé, il est obligé déjà de le mettre en pause. Et donc en fait ça veut dire que le plan qui était annoncé pour être le plan France 2030, eh ben, pour l'instant on voit que c'est plutôt un plan France 2023. Ça a fait 1 an quoi, ça n'a pas duré 8 ans, ça a duré seulement 1 an. Donc on sera extrêmement vigilant par rapport à ça, pour arriver à la fois à un budget qui remet le paquet, comme vous le disiez tout à l'heure, sur l'éducation et sur l'emploi, mais ne pas oublier de faire des réductions dans les dépenses publiques qui sont inutiles. Et pardon de le dire, mais c'est quand même important parce que c'est toujours un impensé dans le gouvernement actuel, un trou noir en quelque sorte. Moi je regarde le budget sécurité, on est seulement le 8e budget. Et je pense que personne en France ne peut considérer que les événements qui ont eu lieu au moins les 12 derniers mois ne démontrent pas qu'il faudrait aussi mettre le paquet, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la sécurité. Isabelle Florennes, où sont les économies ? Alors, je voudrais juste redire quand même 2-3 choses là par rapport à ce que vient de dire Monsieur Haddad. C'est d'abord une présentation budgétaire qui se situe dans la limite des 5% de déficit autorisé, et le ministre l'a bien rappelé. Ensuite, les pistes d'économie, il y en a eu déjà d'annoncées précédemment, et on sait très bien que dans des mesures effectivement de soutien qui existent et qui ont existé notamment pendant la crise Covid, celles-ci seront réduites dès 2023. C'est le ministre de l'économie qui l'a annoncé sur un certain nombre de secteurs. Mais pour l'instant, effectivement, ça fera partie aussi de cette discussion que nous aurons et que aura le gouvernement à partir du mois de septembre avec ses partenaires. Sur la question des collectivités locales, moi je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas d'efforts qui ont été faits envers les collectivités locales, qui ont été toujours entièrement compensés sur les dotations. Donc, on ne peut pas vous laisser dire qu'il y a des baisses de dotations, on ne peut pas vous laisser dire non plus, puisque c'est l'accord qui a été trouvé en CMP la semaine dernière, je tiens à le rappeler, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, que 22 000 communes ont été et vont être compensées sur notamment les hausses prévues pour les fonctionnaires, et notamment les fonctionnaires territoriaux. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'efforts qui soient faits sur ces compensations d'augmentation de salaire, notamment des 3,5% d'augmentation qui ont été votées pour les fonctionnaires en général. Et puis, dernière chose, sur la sécurité, non. On ne peut pas dire que ce gouvernement n'ait pas investi. Et une fois de plus, le budget prévoit que les ministères régaliens, c'est-à-dire la justice et la sécurité notamment, font partie des ministères et des budgets qui vont être et qui le sont depuis quelques années constamment revalorisés. Donc voilà, Jonas quelques Haddad, rectifications. vous allez pouvoir répondre à Isabelle Florennes, mais juste avant, on marque une petite pause d'information. Voici le rappel de l'essentiel de l'actualité avec Guillaume Buan. Bonjour Guillaume. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Environ 3000 personnes évacuées cette nuit dans l'Aveyron après le déclenchement d'un incendie à l'est de Rodez. Il s'agit du même feu de forêt qui s'est déclenché hier en Lozère et qui s'est propagé au département voisin. Pour l'heure, il n'est pas question pour les personnes évacuées de retrouver leur domicile. 600 pompiers luttent contre les flammes qui ont détruit 700 hectares de végétation. Dans le sud de la Charente, un incendie est également en cours. 150 hectares déjà brûlés. 30 personnes ont quitté leur domicile. Plus de 200 pompiers mobilisés pour éteindre le feu. Météo France laisse donc pour aujourd'hui 4 départements en vigilance orange canicule. Le Lot-et-Garonne, la Gironde, le Vaucluse et le Gard. Les températures restent élevées avec des pointes pouvant aller jusqu'à 39 degrés dans le sud-ouest. L'armée taïwanaise débute un exercice d'artillerie à balles réelles, simulant la défense de l'île contre une invasion chinoise. Plusieurs centaines de soldats ont d'ailleurs été déployés, ainsi qu'une quarantaine d'obusiers. Un nouvel exercice est prévu jeudi. Cela fait suite à Pékin qui mène en ce moment plusieurs importantes opérations militaires, aériennes et maritimes autour de Taïwan. En réponse, rappelons-le, la visite de Nancy Pelosi. La villa de Donald Trump, enfin en Floride, perquisitionnée ce matin par le FBI. Le républicain, lié de près ou de loin à plusieurs dossiers judiciaires, n'en a pas précisé la raison. Mais selon les médias américains, l'intervention relève d'une enquête sur la mauvaise
gestion de documents classifiés. Merci beaucoup Guillaume Buan qui vous accompagne, vous informe toute la journée sur Europe 1 et ce jusqu'à 17h. Le débat d'Europe midi avec Isabelle Florennes, porte-parole du MoDem, Jonas Haddad, conseiller régional Les Républicains de Normandie, vice-président de la Fondation Concorde. Jonas Haddad, je me tourne vers vous. Isabelle Florennes, vous disiez que le gouvernement a investi dans les collectivités locales et dans la sécurité surtout. Bon, écoutez, évidemment, moi je ne m'attendais pas à une autre réponse que cela. Après, cette revendication que je portais tout à l'heure, c'est une revendication qui est portée par quasiment tous les partis politiques à part ceux de la majorité présidentielle. Donc c'est une revendication qui est partagée même par des acteurs de gauche, par la présidente des régions de France qui est Carole Delga, qui est socialiste. Mais peu important. Je pense que ce sur quoi on doit réussir à converger, c'est de se dire comment on peut faire pour que le gouvernement qui a eu l'habitude dans le précédent quinquennat, il faut le dire, et même d'ailleurs Bruno Le Maire l'a dit, il faut changer une méthode, qui a eu l'habitude d'être un peu autarcique, puisse entendre les choses qu'on propose. Et là-dedans, je n'ai pas entendu toujours de plan de réduction de dépenses publiques. Et pourquoi ne pas saisir au bon les propositions des Républicains? On en a parlé tout à l'heure. La fraude sociale, par exemple, c'est 50 milliards de dépenses en France. Il y a eu des rapports qui sont très clairs là-dessus. Des millions de personnes disposent de cartes vitales alors qu'ils ne vivent plus en France ou alors qu'ils n'existent même plus, qui sont déjà décédés. Alors Jonas Haddad, vous avez réussi à imposer au gouvernement la création d'une carte vitale biométrique. 20 millions de crédits ont été accordés dans le dernier projet de loi de finances rectificative. Ce grâce au sénateur Les Républicains, Bruno Retailleau en tête. Absolument. Et en fait, c'est sur des démarches comme ça, on appelle ça un peu des démarches commando, vous voyez. On sait qu'on ne pourra pas bouger globalement la ligne du gouvernement sur un certain nombre de choses. Je vous parlais tout à l'heure de la sécurité, on a essayé. Il y a même des ministres, entre guillemets, de droite qui y sont. Mais au final, en fait, tant qu'au niveau du chef de l'État, ça ne bougera pas dans sa tête, ce sera compliqué. Mais sur ces sujets, on va pousser ces amendements. Vous verrez par exemple, et nos auditeurs le verront à la pompe, à la rentrée, il y aura des baisses sur le prix à la pompe. À côté de ça, il faut faire extrêmement attention aussi au dosage de la suppression des aides. Vous savez, les 2 dernières années, ça peut paraître assez contre-intuitif, il y a eu seulement 35 000 faillites par an, alors que d'habitude, il y en a 70 000. Et si on retire, pour prendre une image un petit peu dure, mais si on retire trop rapidement la perfusion, eh bien on peut avoir un mur des faillites qui va être compliqué. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué d'emprunter de l'argent pour les entreprises, et les entrepreneurs qui nous écoutent le savent. Et donc, il faut être peut-être un petit peu plus doux sur la façon dont on retire la seringue qui a permis à nos entreprises de survivre et donc de continuer à avoir de l'emploi. Voilà. Et à côté de ça, et moi je le dis très clairement parce qu'on n'est pas des opposants bêtes et méchants, moi je pense qu'il faut saluer ce qui est fait en matière d'emploi, parce que aujourd'hui le principal problème des gens, c'est pas de trouver un travail, globalement en tout cas, c'est notamment aux recruteurs de recruter. Et on le voit tous autour de nous, et avoir un grand plan massif pour que le recrutement soit plus facile et une incitation à reprendre un travail, parce que le rapport au travail a beaucoup changé après le Covid, avec l'émergence du télétravail et ce rapport au travail qui est fragmenté. Ça, c'est quelque chose de bien sur lequel on pourra apporter notre pierre à l'édifice. Isabelle Florennes. Oui, alors moi je voulais juste revenir sur 2-3 choses qu'a dit Monsieur Haddad sur la fraude sociale. C'est pas un sujet nouveau, et le gouvernement et les parlementaires se sont attaqués au sujet déjà depuis quelque temps avec des missions parlementaires, et maintenant une lettre de mission ministérielle qui est en cours, avec un plan justement qui est en cours. Il faut cependant, je crois, vraiment être très très prudent avec les chiffres annoncés, et les chiffres que vous annonciez, monsieur, malheureusement ne sont pas justes, me semble-t-il. Donc moi je me garderai bien. Ils sont très très difficiles à évaluer. Je connais les missions parlementaires qui ont travaillé depuis de longues dates sous cette dernière mandature sur ces questions, notamment au Sénat, et je voudrais dire juste inciter à la prudence. Il y a une mission ministérielle
qui va être lancé visiblement, et un plan qui est en cours. C'est un sujet sur lequel parlementaires et gouvernement travaillons. Il n'y a que 3000 cartes en trop selon les chiffres de la CNAM. Hein. Donc c'est pas non plus les millions annoncés pour les cartes vitales. Donc il faut vraiment se garder de ces chiffres et l'estimation de la fraude. L'estimation de la fraude, et ça c'est les parlementaires et le ministère, est en cours. Donc franchement, moi j'ai vu beaucoup de choses circuler sur ces sujets et qui sont fonds. Mais je voudrais rajouter, parce que M. Haddad a eu l'occasion de s'exprimer, simplement sur la méthode. Évidemment, je crois que le gouvernement a fait preuve et fait preuve actuellement grâce à ces consultations. Elisabeth Borne a commencé à consulter l'ensemble des responsables de partis et de groupes parlementaires pour justement, tout à fait d'accord, changer de méthode avec les politiques, changer de méthode avec les groupes parlementaires, changer de méthode à l'Assemblée nationale. Mais je suis d'accord avec mon contradicteur, ou en tout cas avec le débatteur. Il faut aussi changer de méthode avec les collectivités, faire beaucoup plus dans cette concertation nécessaire que nous avions souhaité et qui avait été souhaitée lors du grand débat dès 2019, mais qu'il faut absolument refaire et en tout cas mettre en place cette meilleure écoute, je crois, du terrain, avec cette décentralisation et ces étapes de décentralisation qui sont absolument nécessaires, et que personnellement et aussi avec le parti auquel j'appartiens, le MoDem, nous prônons depuis des années, c'est-à-dire cette concertation avec les collectivités, avec les acteurs de terrain, que ce soit les communes, les départements ou les régions. Et en cela, je rejoins complètement Monsieur Haddad. C'est un changement continuel de méthode, de s'approcher au plus près du terrain pour prendre les décisions. Jonas Haddad, vous êtes conseiller régional des Républicains de Normandie, vice-président de la Fondation Concorde. Vous n'êtes pas d'accord avec Isabelle Florennes sur le montant, la facture de la fraude sociale. C'est vrai que c'est difficile de se faire une idée précise par définition, puisque c'est de la fraude. Hein. Oui, mais bon, je pense qu'on n'a plus le temps de tergiverser avec ces sujets-là. Vous savez, le gouvernement a une fâcheuse tendance, lorsqu'il y a une difficulté, à lancer une concertation, un plan, une mission, une lettre de mission, une mission de lettre. Je pense que sur ces sujets-là, il faut trancher. Pourquoi ? Parce que, en fait, on n'a plus le temps. Lorsque le taux d'intérêt pour emprunter de la dette, il faut que nos auditeurs comprennent bien, est à 0%. Bien sûr qu'on peut faire le quoi qu'il en coûte. On peut emprunter sur les marchés pour financer un train de vie qui ne va pas. Mais lorsque notre train de vie dépend de marchés qui sont aujourd'hui à 2%, et donc on emprunte l'argent beaucoup plus cher, et que donc ça nous coûte beaucoup plus cher, on n'a plus le temps de tergiverser avec les façons dont on fait des économies. Et d'ailleurs, ça revient à ce que disait Madame tout à l'heure. Vous avez parfaitement raison. Heureusement qu'il y a des députés, les Républicains et d'autres formations politiques qui existent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on a ces débats-là, notamment, et je suis ravi que vous reconnaissiez sur le changement de méthode, on écoute. Parce qu'avant, vous avez parlé du grand débat, on n'écoutait pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire une seule mesure qui est sortie du grand débat ? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on a fait de tous ces carnets de doléances ? Ça a été un très bel échappatoire au moment de la crise des Gilets jaunes pour retrouver de la concertation. Mais qu'est-ce qu'il en est sorti de ce grand débat ? Rien. Voilà. Et qui peut me dire aujourd'hui ce qu'a produit ce grand débat ? Ah si, pardon, un moment, il y a eu un comité citoyen qui était composé d'énormément de personnes qui avaient des visions écologistes assez radicales, et au final, ça s'est terminé en eau de boudin. Donc ce qui est bien avec cette nouvelle méthode que nous avons imposée, c'est que maintenant, le blabla, c'est un peu terminé. Alors il y a une idée qui a émergé quand même, peut-être pas directement du grand débat, mais en tout cas de la crise des Gilets jaunes, c'est la retraite à 1000 euros, 1100 euros très exactement. C'est ce qu'envisage de mettre en place Emmanuel Macron avec cette fameuse
réforme des retraites qui sera débattue dans les prochains mois. Là aussi, il y a des postes, il y a des économies à faire, Isabelle Florennes. Il y a surtout, la réforme des retraites que nous souhaitons, c'est surtout plus de justice. Vous parlez de la revalorisation de la retraite minimale à 1 100 € et c'est aussi plus de justice et nous l'avons suffisamment dit pour les femmes, pour les carrières hachées, pour des carrières longues qu'il faut absolument maintenir et donc avoir un certain nombre de critères de pénibilité sur les carrières longues et sur les carrières hachées. Donc c'est une réforme avant tout, la réforme des retraites, une réforme de justice sociale qui, in fine, on verra quels sont les paramètres et les conditions qui sont retenus. C'est l'objet avant tout, je dois dire, aussi d'un changement de méthode qui sera une méthode sur la base d'une concertation qui va s'engager, je souhaite, en tout cas c'est ce que la Première ministre a annoncé, à l'automne et sur lequel les discussions avec les partenaires sociaux et l'ensemble des Français sera, à mon avis, essentiel. En tout cas, il faut faire autrement que ce qui a été fait, mais rappeler que avant tout, avant de parler des pistes d'économie, elles existeront sûrement, mais avant tout, il y a une nécessité de revoir notre système qui, pour le moment, produit encore trop d'injustice. Donc ça, c'est un premier choix et une première orientation de cette réforme. Et effectivement, ensuite, c'est comme la réforme de l'allocation chômage. C'est des pistes, effectivement, d'économie qui sont envisagées, qui vont l'être et qui vont être mises sur la table avec les partenaires sociaux. Quand ça va bien ou quand ça va mal, on n'a pas le même système. Et je crois que cette flexibilité encadrée, on le dit bien, encadrée, comme ça sera le cas dans ce qui est proposé, est nécessaire maintenant. Nous reprenons notre conversation après une courte pause sur Europe 1. Le débat d'Europe Midi avec Isabelle Florennes, porte-parole du MoDem, et Jonas Haddad, conseiller régional Les Républicains de Normandie, également vice-président de la Fondation Concorde. A tout de suite sur Europe 1. Raphaël Delvolvé. De retour sur Europe 1, Isabelle Florennes, porte-parole du MoDem, est avec nous pour le débat d'Europe Midi, tout comme Jonas Haddad, conseiller régional Les Républicains de Normandie, vice-président de la Fondation Concorde. Nous traversons un été difficile du point de vue environnemental. Nous l'avons encore entendu pendant le journal. Ces feux à répétition qui n'épargnent aucun département de la France. On a vu des feux dans le Morbihan, dans le Finistère, en Isère, encore hier, en Charente, ces dernières heures également. Et dans ce budget 2023, Isabelle Florennes, on a l'impression qu'il n'y a pas tant que ça de fonds, de moyens qui sont mis dans l'environnement, dans la transition écologique. Pourtant, l'un des 3 piliers identifiés par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, 3,3 milliards pour l'environnement, c'est présenté comme ça, mais ça, c'est si on cumule les 1,9 milliards pour la transition écologique, les 500 millions pour l'agriculture et les 900 millions pour la cohésion des territoires. Vous savez ce qu'ils vont vous dire, vos opposants écologistes. Ils vont vous dire c'est un tour de passe-passe. Oui, enfin ça, c'est des cumuls de chiffres qui sont quand même importants. Il faut quand même pas dire pas négligeable. Mais est-ce que 900 millions d'euros dans la cohésion des territoires, tout va aller à la transition écologique et au renforcement de la lutte contre les incendies, par exemple? C'est souhaitable et c'est même ce qu'il faudra que les députés et les sénateurs vérifient quand le budget sera examiné. Que cet argent aille bien au bon endroit. Il faut saluer quand même, vous parliez des incendies, les pompiers qui sont actuellement mis sous pression continuellement quasiment dans toutes les régions françaises et dire que effectivement leurs moyens doivent être renforcés, notamment auprès des conseils départementaux et des SDIS sur le terrain qui gèrent ce personnel et qui gèrent leurs moyens. Et ils ont été, la sécurité civile également, donc l'État fait son travail sur le terrain depuis longtemps en renforçant les moyens. Maintenant, vous parliez d'écologie et de ces chiffres additionnés. Moi, ce que je vois, c'est quand même j'ai donné que vous 3,3 milliards de hausse budgétaire, voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que... 6e poste de dépenses aujourd'hui, l'écologie, le développement et la mobilité durable, 24,9 milliards d'euros. Oui,
Voilà. Oui, ce qui est conséquent, et surtout un gouvernement qui, au-delà de ces chiffres, a une véritable volonté, avec une première ministre qui est elle-même en charge d'appliquer le plan de transition et énergétique et écologique et de développement durable, avec des ministres qui ont cette feuille de route en transversalité sur l'ensemble des ministères. Car maintenant, c'est ça le souhait de ce nouveau gouvernement, c'est d'avoir et d'appliquer dans chacun des ministères, et ensuite au plus près du terrain, dans chacune des collectivités et dans chacune des administrations territoriales de l'État, ce plan de transition au plus près des besoins et de la nécessité de travailler sur le terrain. Parce que c'est bien beau de prendre des décisions, vous savez bien, à Paris, si ensuite elles ne peuvent pas, ou elles sont mal appliquées sur le terrain, ça sert à rien. Moi, je crois que les collectivités font d'énormes efforts sur la transition écologique depuis un certain nombre d'années. Elles y travaillent, il y a des bonnes expériences qui sont menées, il y a une conscience de la plupart des élus locaux sur ces questions, il y a des bonnes idées aussi. Si vous regardez actuellement, énormément de collectivités, de conseils départementaux investissent sur des revêtements bien meilleurs en termes de transition écologique, qui retiennent moins la chaleur. Chaque collectivité, j'appartiens à un conseil municipal dans les Hauts-de-Seine, et d'autres villes des Hauts-de-Seine le font, de travailler sur de nouveaux revêtements. C'est des investissements très concrets du quotidien qui sont réadaptés sur le terrain. Et nous, on croit à ça. Nous, on croit à ce travail de terrain accompagné par l'État, qui doit être dans l'accompagnement et non pas dans la sanction. Et c'est ça, ce travail qui doit être dans l'accompagnement vers des énergies renouvelables, l'accompagnement vers des meilleures mobilités et des mobilités durables, accompagner aussi les plus modestes vers la transition vers des véhicules propres, et également la rénovation des bâtiments, qu'ils soient publics ou particuliers, la rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'est des priorités qui ont été affichées et présentées par le gouvernement, et qui vont, me semble-t-il, dans la bonne direction. Jonas Haddad, de votre formation, le Parti Les Républicains a toujours défendu un renforcement de la politique nucléaire. C'est surtout là qu'il faut investir, selon vous, pour accélérer la transition écologique ? Évidemment, je pense que tout le monde aujourd'hui s'aperçoit d'une forme de tiers-mondisation de la France. Est-ce que de souvenirs, d'hommes, ou peut-être depuis la crise pétrolière, on se souvient qu'on a un risque de blackout aujourd'hui dans notre pays, qu'on nous dit qu'il faut peut-être un peu couper le wifi, qu'il faut peut-être faire attention, etc., et qu'on envisage une possibilité d'être en pénurie. Que malheureusement, par la décision d'avoir fermé Fessenheim, qui était une décision qui était prise par François Hollande et qui a été maintenue par Emmanuel Macron, on se retrouve aujourd'hui à devoir rouvrir les centrales à charbon en France. Et je vois pas en quoi c'est beaucoup plus écologique que le nucléaire, qui est une énergie qui n'est pas intermittente et qui pollue finalement assez peu. Et je pense que si on avait mis tous les milliards qu'on avait mis dans l'investissement pour des énergies qui sont intéressantes par certains aspects, mais qui en réalité sont intermittentes et qui gênent beaucoup les populations, je pense notamment aux éoliennes ou aux panneaux solaires, si on avait mis tout ça dans le nucléaire, aujourd'hui on serait ce qu'on était, avec la vision du général de Gaulle de l'époque, les champions du nucléaire, avec aucun problème d'énergie. C'est d'autant plus important, autant pour l'écologie bien évidemment, que pour nos entreprises. Vous savez, en France, on a un coût du travail qui est très élevé, on n'a pas forcément les meilleures ressources, mais on avait une ressource qui était peu chère pour les entreprises et qui leur permettait d'être compétitives, c'était l'énergie. Et même ça, on a saboté le mix énergétique, et malheureusement, c'est une des erreurs, si vous voulez, du gouvernement Macron, notamment pendant les 5 dernières années. Mais encore une fois, là, de ce qu'on voit, le fait d'avoir mis la pression régulièrement fait qu'aujourd'hui, le président de la République et son gouvernement font un virage à 360 degrés, sauf sur les éoliennes où on continue de maintenir les choses. Alors, effectivement, je partage ce que disait votre intervenante précédente aussi sur le niveau. Moi, je pense que c'est au niveau local que ça doit se faire. Je pense notamment à ce qu'on a fait en Normandie avec la création d'un GIEC normand
Vous en avez parlé de ce qui se fait dans les collectivités locales, c'est beaucoup plus à ce niveau-là, parce que, si vous voulez, le niveau national, pour ces grandes politiques, il faut s'en méfier. Je vous donne un seul exemple et j'en terminerai par là, pour montrer comment les écologistes ne sont vraiment pas les mieux placés pour nous donner des leçons en matière d'écologie. Le grand incendie qui a eu à la Teste de Buch pendant des semaines et des semaines, eh bien, il est causé, et maintenant c'est avéré principalement, par la demande d'une sénatrice écologiste, assez idéologue, qui, depuis Paris, avait demandé qu'on mette en pause le plan de gestion de la forêt. Eh bien, résultat des courses, le plan de gestion de la forêt n'a pas été appliqué et donc on a eu ces incendies-là. Donc en fait, je pense qu'il faut être vraiment au plus proche du terrain, sans idéologie, regarder, j'allais dire, cliniquement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, pour qu'on aille dans des démarches de développement durable, mais qui ne soient pas des démarches idéologiques, comme ont pu être la fermeture de la centrale de Fessenheim ou certains délires un peu de certains écologistes. Voilà. Isabelle Floren, impatiente de parler. On est d'accord sur au moins une chose, c'est qu'il faut écouter le terrain et les bonnes initiatives. Maintenant, je ne peux pas vous laisser dire qu'il y a un virage à 360 degrés sur la politique énergétique du gouvernement, ni sur son investissement dans le nucléaire, qui est d'ores et déjà prévu. Emmanuel Macron s'est mis à parler franchement de nucléaire à la fin de son premier quinquennat. Peut-être, ceci dit, c'était une petite divergence que nous avions entre le MoDem François Bayrou, notamment sur ces questions. Effectivement, nous avons toujours eu une idée claire sur la nécessité d'investir dans le nucléaire, en tout cas au MoDem et les centristes, on avait toujours été clairs sur ces objectifs, mais les investissements sont engagés sur les nouveaux EPR. Il y a une crise énergétique, mais ça, c'est pas, c'est quelque chose malheureusement qui nous arrive et qui impacte et qui est impactant dû à la crise notamment ukrainienne et à la guerre en Ukraine. Donc on peut pas nier. Je peux pas laisser dire qu'il y a un virage à 360 degrés. Je peux pas laisser dire non plus que la Convention citoyenne pour le climat n'a rien donné. Au contraire, je crois que associer les citoyens à cette réflexion est une bonne chose et qu'il faut continuer à le faire. Et c'est ce que va continuer à faire le gouvernement avec son Conseil national de la refondation démocratique. En tout cas, ce que nous souhaitons dès la rentrée, continuer à travailler avec les citoyens sur ces questions. Je crois que plus on les associe, il y a d'abord un souhait pour eux d'être associés et puis un souhait de prise de conscience au quotidien et aussi de trouver les meilleures idées avec le terrain comme nous le souhaitons tous, avec les élus locaux notamment, qui souvent ont des expériences concluantes sur les questions notamment liées à la transition énergétique ou écologique en général. Donc là-dessus, on est d'accord, mais moi je ne peux pas laisser dire non plus que les investissements n'ont pas été faits. Il y a des questions qui doivent se régler sur le terrain. La question de l'éolien en fait partie. Je suis d'accord sur ces questions. Je ne suis pas concernée puisque dans mon département, nous n'avons pas ces questions qui se posent, mais je pense que là encore, c'est au plus près du terrain, dans la concertation et avec un accompagnement de l'État territorial. Alors, il nous reste 1 minute 30, quelques secondes, donc je vais vous en accorder à chacun quelques-unes pour que vous me disiez, puisque maintenant les vacances parlementaires ont commencé, en tout cas les travaux en séance sont suspendus jusqu'au 3 octobre, que vous me disiez en un mot ce que vous avez pensé donc des premiers pas de cette session parlementaire qui a débuté après les dernières élections législatives qui ont débouché donc sur un hémicycle à l'Assemblée nationale totalement fragmenté, sans majorité relative. Honneur aux femmes. Isabelle Floren. Eh oui, une nouvelle configuration. Alors, en un mot, je constate que les lois ont été votées, qu'il y a eu des CMP et une CMP, vous souriez, une CMP conclusive entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ce n'est pas négligeable, sur le texte pouvoir d'achat. Et notamment des belles avancées, et ça, il faut le souligner, c'est positif. Donc, un changement de méthode qui s'amorce, et moi, je souhaite qu'il puisse se poursuivre dans les mois qui viennent, notamment sur les questions budgétaires. Les premiers pas de la session parlementaire étaient conclusifs, d'après Isabelle Floren. La CMP, c'est-à-dire la commission mixte paritaire sur la question du pouvoir d'achat. Jonas Haddad, quel mot vous revient quand vous voyez de l'extérieur, ni l'un ni l'autre n'être député Vigilance.
Vigilance parce que d'un côté, on a pour moi des nouveaux élus qui sont très dangereux, qui sont les élus de la NUPES, qui ont pris des positions ces derniers temps qui sont vraiment à l'opposé de ce qu'on peut attendre en matière de développement économique, de cohésion de notre pays. Et vigilance aussi vis-à-vis du gouvernement, qui, on le sent, de temps en temps, peut avoir des regains, si vous voulez, un peu d'arrogance, et nous sommes là pour essayer d'aiguiller vers des solutions constructives. Donc vigilance. Reprise des travaux le 3 octobre prochain au Palais Bourbon. Merci Isabelle Florennes, porte-parole du Modem. Merci Jonas Haddad, conseiller régional Les Républicains de Normandie, également vice-président de la Fondation Concorde. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition d'Europe Midi. Je vous retrouve ce soir pour Europe Soir. Ça sera de 18h à 20h. À tout à l'heure sur Europe 1.